Vladimir Poutine est au pouvoir en Russie depuis 1999. En 2008, après 2 mandats, il ne peut normalement se présenter à un 3e mandat. C'est son premier ministre Medvedev qui est élu président alors que Poutine devient premier ministre. Mais de fait, c'est bien Poutine qui reste à la tête du pays, tout en donnant l'illusion de respecter la Constitution. 2008 est bien l'année de la rupture dans le rapport de Poutine à la légalité. La guerre en Géorgie éclate, l'armée russe passe la frontière au prétexte de mener des opérations de paix en Géorgie, en particulier dans la région de l'Ossétie du Sud. Les opérations ne durent que 5 jours, ce qui permet à la Russie de faire une réelle démonstration de force. C'est à cette époque qu'on développe l'usage des technologies numériques en Russie, sur le prétexte de donner accès à la société tout entière à l'information et aux débats d'actualité ou de société. C'est rapidement la multiplication des réseaux de hackers et des fake news qui interfèrent par exemple dans les élections en Occident. La Constitution est réformée, le mandat présidentiel passe de 4 à 6 ans. En 2012, Medvedev propose la candidature de Poutine, il est élu et donc au pouvoir jusque 2018. C'est à partir de 2012 qu'on voit l'opposition se structurer et organiser malgré les interdictions des manifestations. Les manifestations de 2012 sont d'ailleurs à rattacher aux révolutions de couleur qui ont lieu à cette époque dans les anciennes républiques soviétiques. Ce sont les plus importantes en Russie depuis 1917. Mais les divisions sont trop importantes pour que cette opposition puisse s'organiser efficacement et durablement, d'autant que la répression s'abat sur les principaux leaders de l'opposition. On peut citer parmi ses opposants Alexei Navalny ou, dans un genre différent, le groupe punk et féministe des Pussy Riot, qui s'en prennent directement en le nommant Vladimir Poutine. C'est la prison ou l'exil, suite à des procès basés sur des accusations montées de toutes pièces, qui attend ses opposants. Le régime bascule vers plus d'autoritarisme et de traditionnalisme, les principaux chefs religieux orthodoxes étant mis alors à contribution. Le principal argument de défense du régime étant qu'il faut protéger la Russie contre les éléments subversifs à la solde de l'étranger. Dès lors, tout financement ou tout appui de l'étranger rend suspect, on pense en particulier aux ONG de défense des droits de l'homme en Russie. En 2014, Yanukovych est élu en Ukraine. Il est pro-russe et met fin au processus de rapprochement de l'Ukraine avec l'Union européenne, ce qui déclenche les manifestations du Maïdan, du nom de la principale place à Kiev. La coupure en deux du pays est alors tangible entre l'Ouest pro-européen et l'Est pro-russe. Les réactions à l'international sont fort limitées, sauf de la part de la Russie, qui intervient en armant les séparatistes en Crimée et dans le Donbass. La guerre est larvée en Crimée, qui est une position stratégique sur la mer Noire. Le rattachement de la Crimée à la Russie est décidé suite à un référendum, tout ceci dans le cadre de la volonté de Poutine de reconstruire la Grande Russie. La Russie apporte son soutien aussi en Syrie à Bachar el-Assad. Alep est écrasé sous les bombes, Poutine cherchant à soutenir les régimes en place pour s'en faire des alliés et reconstruire une position russe forte à l'international. Cette puissance russe passe aussi par la construction d'un soft power, en particulier numérique, qu'il s'agisse de hacking ou de médias pro-russes internationaux. On peut penser ici à la chaîne de télévision Russia Today qui est lancée en 2005.